Notons cependant que la nature, toujours pleine d'ironie, sait se venger à sa façon de l'offense qu'on lui a faite. C'est que l'acculturation n'est jamais à sens unique. Et le fait que l'acculturation soit un phénomène consenti n'est pas un alibi formel pour le dominant. Ce que je veux dire, c'est que l'acculturation est toujours réciproque. Inconsciemment, il y a toujours une forme de syncrétisme entre l'animal acculturé et sa famille d'accueil. Il paraît cependant que cela ne va pas jusqu'à en voir tous les membres finir par aboyer ou de concert. Heureusement quand même. Les comportementalistes, on s'en souvient, ne désignaient jamais les animaux qu'ils observaient par leur nom, mais par des numéros, tant ils estimaient nécessaire de garder avec leur sujet d'observation une certaine distanciation ou une grande distanciation. Vous savez aussi que les éthologistes, au moins sur certains plans, ont agi de la même façon. Par exemple, à l'exception, en contradiction avec ce comportement, Jane Goodall, par exemple, a eu beaucoup de peine à s'imposer dans un premier temps dans les milieux scientifiques. On ne lui reprochait pas seulement d'être une femme, on regrettait que sa première formation n'ait pas été précisément scientifique. Le piquant de l'affaire est que c'est précisément pour cette raison qu'elle avait été choisie par son directeur de recherche, mais ceci est une autre histoire qui ne doit pas nous distraire d'en venir à notre but. Le reproche principal, le reproche porté par l'unanimité de la communauté scientifique était celui-ci. Figurez-vous, au lieu de nommer les chimpanzés par des numéros, elle les nommait par leur nom. Impensable et inadmissible. Pourtant, Jane Goodall s'est obstinée. Ce n'est pas du tout d'ailleurs qu'elle fut particulièrement provocatrice. Ce n'était pas une personnalité à provoquer. C'est le contraire de sa nature. Et encore moins pour des raisons sentimentales. Il est intéressant de comprendre l'observation de Jane Goodall. Elle donnait des noms à ses chimpanzés parce que précisément elle eût considéré comme une démarche non scientifique d'agir d'une autre manière. Ces longues observations de terrain lui avaient apporté la preuve que les singes n'agissaient pas de manière automatique ou stéréotypée, comme le disaient les éthologistes, mais qu'au contraire, les comportements observés étaient toujours le reflet de la personnalité de leur auteur. Si les comportements sont spécifiques, il aurait donc été non scientifique de les rapporter à des numéros. L'anthropomorphisme n'est donc pas une erreur, mais une nécessité, et notamment pour comprendre les émotions des animaux. Les neurones miroirs sont la preuve neurobiologique que les émotions que nous ressentons quand nous voyons agir les animaux ne sont pas le produit de notre imagination, mais une approche de la réalité de ce qu'ils ressentent en effet. D'ailleurs, notre choix est fait. Si nous devons hésiter entre trop ou trop peu d'anthropomorphisme, c'est le trop que nous préférerons, car c'est ce choix au moins qui ne peut pas nuire. Les animaux doivent être pour nous une leçon de nature. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Par exemple, nous avons découvert que l'animal a le sens de la mort. Il est tout à fait possible que les animaux vivent beaucoup moins que nous dans l'illusion d'une vie éternelle et qu'ils aient beaucoup plus que nous le sens de l'éphémère. Et c'est peut-être la leçon la plus importante qu'ils puissent nous donner. L'autre leçon, tout aussi importante, est de constater que les animaux nous comprennent certainement beaucoup mieux que nous ne les comprenons. Ça, c'est très vraisemblable. Il est très vraisemblable que les animaux nous comprennent mieux que nous ne les comprenons. Et cela vaut plus encore pour nos animaux familiers, et tout particulièrement pour le plus familier d'entre eux, le chien. Voilà pourquoi, sans doute, ce qui explique pourquoi cet animal fait preuve si souvent à notre égard de tant de patience. Sa conscience lui permet de deviner comme il nous est difficile de bien nous adapter à lui, et puis il en prend son parti, mais comme une grande personne le fait à l'égard d'un petit enfant. Voilà pourquoi nous serons toujours un peu le chien de notre chien. Peut-être que notre chien, nous comprenons mieux
nous comprenant mieux que nous ne le comprenons, bien, il tient compte de nos faiblesses, de nos erreurs, et il nous les pardonne. Et voilà pourquoi nous sommes toujours un peu le chien de notre chien. C'est sur ces mots que je termine ces entretiens